Linda s'adossa dans son fauteuil en cuir au bureau de l'avocat, croisa un talon verni sur l'autre et me sourit comme si elle regardait un chien errant se faire mettre à la porte sous la pluie. « J'espère que tu aimeras être sans abri, » dit-elle, la voix légère et cruelle. Puis elle m'observa de ma valise éraflée à mon simple chemisier bleu marine et ajouta « Espèce de déchet !» Son père, Harold Whittaker, laissa échapper un petit rire sec par le nez. Robert était généreux à l'excès, disait-il, mais même lui savait que le sang passe en premier. Je restais assise là, les mains croisées sur les genoux, ne me faisant pas confiance pour parler. Le général Robert Whittaker était mort depuis 6 jours. 6 jours depuis que je m'étais tenue près de son lit d'hôpital et que j'avais tenu la main qui m'avait autrefois sorti d'une vie dont personne ne voulait. 6 jours depuis que j'avais entendu sa respiration ralentir, puis s'arrêter. 6 jours depuis que le seul vrai père que j'ai jamais connu avait quitté ce monde et que sa famille avait déjà changé les serrures de la maison avant même que les fleurs des funérailles ne soient sèches. L'avocat chargé de la succession, M. Bellamy, s'éclaircit la gorge et tourna une page. C'était le moment, celui dont les gens pensent toujours qu'il est le cœur des histoires de vengeance. L'insulte, l'humiliation, la certitude suffisante sur les visages des gens qui croient avoir gagné. Mais mon histoire n'a pas commencé dans ce bureau. Elle a commencé bien avant cela. Dans une région du Missouri où les hivers étaient rudes, les étés poisseux, et où les gens apprenaient tôt à continuer d'avancer, que la vie soit juste ou non. J'avais 8 ans quand je suis devenue orpheline. Mes parents sont morts sur une route nationale près de Columbia, quand un camion a glissé sur du verglas et a percuté leur voiture de plein fouet. Du moins, c'est ainsi que l'assistante sociale me l'a expliqué plus tard, d'un ton si exercé et si doux qu'on aurait dit qu'elle avait prononcé ces mêmes mots une centaine de fois. À l'enterrement, je me souviens clairement de 2 choses. L'odeur des manteaux en laine mouillée et la façon dont les adultes fuyaient mon regard. Il n'y avait plus de grands-parents, pas de tantes ou d'oncles prêts à me prendre en charge. Un par un, les noms sur la liste du comté ont disparu et je suis entrée dans le système d'accueil avec un sac poubelle en plastique rempli de mes vêtements, une Bible d'église portant le nom de ma mère et la folle certitude propre aux enfants que quelqu'un, quelque part, viendrait les chercher. Une fois le malentendu dissipé, personne n'est venu. J'ai connu 4 familles d'accueil en 5 ans. Certaines étaient assez convenables, d'autres non. Je n'ai jamais été affamée ou battue. Et pour cela, j'ai appris à être reconnaissante, car la barre est fixée bas pour les enfants qui n'ont personne pour les défendre. La plupart du temps, on me tolérait, on me nourrissait, on me logeait, on m'envoyait à l'école et on me rappelait de ne pas causer d'ennui. J'ai appris à faire la vaisselle sans qu'on me le demande, à plier le linge sans me plaindre et à rester très silencieuse quand les adultes étaient fatigués. J'ai appris à ne pas m'attacher aux chambres, aux routines ou aux promesses. À l'âge de 13 ans, j'étais devenue le genre d'enfant que l'on décrivait comme mature pour son âge, ce qui désigne généralement un enfant qui a compris qu'il n'y a aucune récompense à agir comme tel. L'année où j'ai rencontré le général Whittaker, je vivais chez un couple de méthodistes près de Jefferson City. C'étaient des gens bien, plus âgés, dont les propres enfants étaient adultes, dotés d'un sens strict de l'ordre. Ils accueillaient des enfants placés parce qu'ils croyaient que c'était leur devoir de chrétiens. Je les respectais, mais je n'ai jamais confondu le devoir avec l'amour. Ce printemps-là, le comté s'est associé à une association caritative pour les anciens combattants afin d'organiser un déjeuner et une collecte de fonds pour les enfants placés et les familles liées au service militaire. J'ai failli ne pas y aller. J'avais un rhume et une robe qui me serrait sous les bras. Mais Madame Haskins a insisté, et je me suis retrouvée dans une salle communautaire remplie de chaises pliantes, de gâteaux sur plaques, de cafés légers, et d'hommes en veston décorés d'insignes de guerre dont je n'avais entendu parler qu'à l'école. Il n'était pas difficile à remarquer. Le général Robert Whittaker était déjà à la retraite à l'époque, mais il se tenait comme un homme qui n'avait jamais courbé l'échine face à la vie. Grand, les épaules larges, les cheveux argentés coupés courts, des rides profondes autour des yeux, et une voix capable de remplir une pièce sans jamais avoir besoin de s'élever. Il n'était pas m'as-tu vu. Il avait simplement de la prestance.
Les gens lui faisèrent de la place sans même s'en rendre compte. Je me souviens que je me tenais près de la table des desserts, essayant de décider si prendre un deuxième biscuit paraîtrait gourmand. Quand il est arrivé près de moi et a dit « Si tu hésites aussi longtemps sur le terrain, quelqu'un d'autre prendra le dernier bond. » J'ai levé les yeux vers lui, ne sachant pas si je devais rire. Son visage est resté solennel une seconde de plus, puis s'est adouci. « Alors ?» a-t-il dit, en prenant un biscuit au sucre pour lui-même. « Comment t'appelles-tu ?»« Marine. » J'ai dit. « Je ne suis pas un marine. »« Pas encore, » a-t-il répondu. C'était du Robert tout craché. Il ne prenait pas les enfants de haut. Il s'adressait à vous comme s'il y avait déjà une personne à part entière à l'intérieur, attendant que le monde s'en aperçoive. Nous nous sommes assis à l'une des longues tables et avons discuté. Ou plutôt, il a posé des questions réfléchies et a véritablement écouté les réponses. Il m'a demandé ce que j'aimais à l'école. L'histoire. Si je lisais beaucoup. Dès que je le pouvais. Si je préférais la vie en ville ou à la campagne. La campagne, je lui ai dit, parce que les gens vous laissent davantage tranquille. Il a hoché la tête comme si c'était une réponse sensée. Au cours des mois suivants, il a continué à apparaître. D'abord lors d'événements caritatifs, puis sur le porche des Haskins avec l'autorisation du comté, et enfin pour les réunions parents-professeurs et les déjeuners du dimanche. Il avait perdu sa femme, Eleanor, des années auparavant, et n'avait pas d'enfant. Du moins, pas d'enfant selon lui, bien qu'il ait un frère cadet, Harold, et une petite orbite de proches qui faisait surface principalement à Noël, et chaque fois qu'il était question d'immobilier ou d'argent. Je ne lui ai pas fait confiance au début. Un enfant apprend la prudence comme un vieux fermier apprend la météo, silencieusement, par les dégâts subis. Mais Robert était patient. Il n'a jamais forcé l'affection, n'a jamais fait de grands discours. Il faisait simplement ce qu'il disait qu'il ferait. S'il promettait de venir samedi, il venait samedi. S'il disait qu'il s'informerait sur mes notes en mathématiques, il s'en souvenait. Si je parlais, il écoutait comme si mes pensées en valèrent la peine. La première fois que j'ai visité son ranch près de Colorado Springs, j'ai vu des terres ouvertes s'étendant vers les montagnes, une maison modeste mais robuste avec un porche enveloppant, un drapeau claquant au vent et un labrador jaune endormi près des marches. C'était le genre d'endroit où l'on sentait qu'on pouvait respirer. « Je sais que c'est calme », a-t-il dit. « J'aime le calme », ai-je répondu. Il m'a regardé un instant, puis a dit « J'en avais le pressentiment ». Le processus d'adoption a pris près d'1 an. Paperasse, entretien, visite à domicile, examen juridique. Je m'attendais à ce que quelque chose tourne mal. C'était souvent le cas avec les bonnes choses. Mais par un bel après-midi d'octobre, dans la salle d'audience d'un tribunal de comté qui sentait légèrement les vieux dossiers et la cire au citron, le juge a signé l'ordonnance définitive et je suis devenue Emily Whittaker. Robert n'a pas pleuré. Ce n'était pas le genre à pleurer, mais dans le pick-up, juste après, il a posé ses 2 mains sur le volant, a regardé droit devant lui et a dit « Eh bien, je suppose que nous avons tous les deux été promus aujourd'hui. » Ce soir-là, assise sur le porche sous un ciel froid du Colorado, j'ai compris quelque chose pour la première fois depuis la mort de mes parents. Je n'attendais plus que quelqu'un vienne me chercher. On l'avait déjà fait. Le premier hiver après l'adoption fut le plus froid dont je me souvienne. Les hivers du Colorado ne s'installent pas lentement comme ceux du Missouri. Ils arrivent comme si quelqu'un ouvrait violemment la porte d'un congélateur à travers les plaines. Le vent tranche le ranch à vif et les montagnes se dressent au loin comme des juges silencieux. Robert disait que le froid était bon pour l'homme, que cela forgeait la discipline. C'est ce qu'il m'a dit un matin alors que nous étions dans la grange, notre souffle embuant l'air. J'avais 15 ans à l'époque, m'habituant encore au rythme de la vie au ranch. Il y avait des chevaux à brosser, des clôtures à vérifier, du bois à fendre et des corvées qui commençaient avant le lever du soleil, que vous en ayez envie ou non. Mais Robert n'a jamais traité ces corvées comme une punition. Il les traitait comme une préparation. « La vie ne te doit aucun confort », disait-il tout en resserrant les sangles de la selle. « Mais elle récompense l'effort. »
Ces mots me sont restés en tête bien plus longtemps qu'il ne l'a probablement réalisé. Le ranch se trouvait à environ 30 minutes de Colorado Springs, assez loin de la ville pour entendre les coyotes la nuit, mais assez près pour aller faire les courses ou aller à l'église le dimanche. La maison en elle-même n'était pas luxueuse. C'était une solide structure en bois construite dans les années 70, dotée d'un large porche qui en faisait le tour. Le genre d'endroit où l'on pouvait s'asseoir avec une tasse de café et regarder le ciel changer de couleur au-dessus des rocheuses. À l'intérieur, Robert gardait les choses simples. Des sols propres, de vieux meubles qui avaient été réparés plus de fois qu'ils n'avaient été remplacés, et des murs décorés de photographies encadrées de ces années dans le corps des Marines. Des images en noir et blanc de jeunes hommes posant près d'hélicoptères. Une photo de groupe délavé du Vietnam. Un portrait officiel de Robert en grand uniforme. Les médailles accrochant la lumière. Parfois, je le surprenais debout devant ces photos, les mains croisées dans le dos, à fixer le vide en silence. Pas triste, exactement, mais simplement plongé dans ses souvenirs. Il parlait rarement de la guerre. Les personnes âgées comprennent ce genre de silence. Certaines choses appartiennent à la mémoire, pas à la conversation. Mais ce dont il parlait souvent, c'était de la responsabilité. Les gens pensent que la force est bruyante, m'a-t-il dit un soir alors que nous réparions une barrière cassée le long du pâturage arrière. Mais les personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées étaient les silencieux, ceux qui continuaient à faire ce qui était juste quand personne ne regardait. J'ai porté ces mots en moi tout au long du lycée. À l'obtention de mon diplôme, l'idée avait déjà germé dans mon esprit. Je voulais servir. Non pas parce que Robert m'y poussait. En fait, il a fait le contraire. Le jour où j'ai ramené à la maison la brochure de recrutement du corps des marines, il s'est assis à la table de la cuisine et l'a lue en silence pendant plusieurs minutes. Finalement, il a levé les yeux et a dit « Tu comprends dans quoi tu t'engages ?»« Oui, monsieur. »« Que cette vie te demandera plus qu'elle ne te rendra. »« Je sais. » Il m'a observé de la même façon que les commandants étudient une carte avant d'engager des troupes dans une mission. Puis, il a hoché la tête. « Eh bien, a-t-il dit doucement, le corps des Marines pourrait bien avoir besoin de quelques personnes supplémentaires avec ton caractère obstiné. » C'était la chose la plus proche d'une approbation que Robert Whittaker ait jamais donnée. Le camp d'entraînement a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Paris Island a le don de dépouiller une personne jusqu'à l'os. L'humidité colle à votre peau comme un second uniforme, et les instructeurs parlent une langue qui consiste principalement à crier. Mais chaque fois que je pensais à abandonner, je me souvenais de Robert debout dans la grange ce matin d'hiver. La vie récompense l'effort. Alors j'ai continué. Quand j'ai enfin obtenu mon diplôme et que je me suis tenue sur ce terrain de parade, portant l'aigle, le globe et l'encre pour la première fois, Robert a pris l'avion pour la Caroline du Sud afin d'y assister. Il n'a pas applaudi comme certaines des autres familles. Il est resté là, les bras croisés dans le dos, hochant lentement la tête. Plus tard dans la soirée, il m'a serré la main fermement et a dit « Marine ». Juste un mot. Mais cela voulait tout dire. La vie a ensuite trouvé un rythme régulier. Déploiement, rotation d'entraînement, longue période loin du Colorado. Et à chaque fois que je rentrais en permission, le ranch était le même. Robert sur le porche, un café à la main, le Labrador Duke endormi à ses pieds. Nous restions assis là pendant des heures, regardant parfois le coucher de soleil peindre les montagnes en orange et violet. Il me posait des questions sur les Marines. Je lui en posais sur le ranch. C'était une vie simple, et pendant longtemps, cela a semblé permanent. Mais le temps a le don de rappeler aux gens que rien ne l'est. Robert a eu 82 ans l'année où les choses ont commencé à changer. Au début, c'était des petits riens. Il bougeait plus lentement en se levant de sa chaise. Il oubliait où il avait laissé ses lunettes de lecture. Il a arrêté de monter à cheval aussi souvent. Je l'ai remarqué de la manière dont les filles remarquent les choses avant que les pères ne l'admettent. Un soir, je l'ai trouvé dans la cuisine, fixant les flacons de médicaments alignés près de l'évier. « Tu vas bien ?» ai-je demandé. Il a esquissé son demi-sourire familier. «
Je négocie simplement avec mon médecin pour savoir qui est réellement aux commandes. Mais la vérité a éclaté plus tard cette année-là. Le cancer. Le genre que les médecins annoncent pas d'une voix prudente, les mains croisées, le genre qui n'offre pas beaucoup de place à la négociation. J'ai pris un congé d'urgence et je suis rentrée à la maison. Ces mois ont été parmi les plus calmes et les plus difficiles de ma vie. Le ranch est devenu silencieux. Les voisins passaient avec des plats préparés. De vieux amis marines rendaient en visite et s'asseyaient avec Robert sur le porche, racontant des histoires qui les faisaient rire aux larmes. Parfois, tard dans la nuit, quand la maison était endormie, Robert et moi nous asseyions ensemble dans le salon. Il ne parlait pas de la mort. Il parlait d'héritage. « Tu sais quelque chose, Émilie » a-t-il dit un soir. « Quoi donc ?»« Les gens passent toute leur vie à courir après l'argent et les titres. Mais à la fin, il a fait une pause, regardant lentement autour de la maison. La seule chose qui compte vraiment, c'est de savoir si tu as laissé le monde dans un meilleur état que tu ne l'as trouvé. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste écouté parce qu'au fond de moi, je pense que je savais déjà qu'il faisait ses adieux. Robert Whittaker s'est éteint par un mardi matin calme, début avril. Le ciel était dégagé. Les montagnes étaient encore couvertes de neige. Et quand les machines de la chambre d'hôpital sont enfin devenues silencieuses, j'ai eu l'impression que le pilier le plus solide de ma vie s'était discrètement retiré. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard à Colorado Springs. Tous les honneurs militaires, des Marines en tenue de cérémonie, un drapeau plié avec soin et placé entre mes mains. Et de l'autre côté du cimetière, observant avec des yeux secs et calculateurs, se tenaient Harold Whittaker et sa fille Linda. La famille de sang de Robert, des gens qui lui rendaient rarement visite de son vivant, mais qui semblaient maintenant très intéressés par ce qu'il avait laissé derrière lui. À l'époque, je n'y ai pas beaucoup prêté attention. J'étais trop occupée à faire mon deuil. Mais avec le recul, c'est à ce moment-là que la véritable bataille a commencé. La première chose qu'Harold Whittaker a faite après l'enterrement a été d'entrer directement dans la maison de Robert, comme si elle lui appartenait. Aucune hésitation, aucune pause, juste la confiance tranquille d'un homme qui avait déjà décidé de la façon dont les choses allèrent se terminer. Je me souviens m'être tenue sur le porche cet après-midi-là, regardant les derniers Marines s'éloigner du ranch. Les funérailles avaient été dignes, exactement comme Robert l'aurait voulu. Une salve d'honneur, le clairon jouant la sonnerie aux morts, le drapeau soigneusement plié et déposé entre mes mains. Pendant quelques minutes par la suite, le monde m'avait paru étrangement paisible. Mais la paix dure rarement longtemps quand l'argent est en jeu. Harold est entré dans la maison sans frapper, sa fille, Linda, le suivant comme une ombre, vêtue de lunettes de soleil de créateur. Linda a regardé autour du salon comme si elle inspectait la suite d'un hôtel. « Eh bien ?» a-t-elle dit en balayant une poussière imaginaire du dossier d'une chaise. « Cet endroit n'a pas beaucoup changé. » Je me tenais près de la cheminée, tenant toujours le drapeau plié. « C'est la maison de Robert », ai-je dit doucement. Harold a eu un fin sourire. C'était la maison de Robert. Ce seul mot a pesé plus lourd que je ne l'aurais cru. Le chagrin a le don de rendre le temps fragile. Robert était parti depuis moins de 48 heures, et déjà son frère parlait de lui comme d'une transaction achevée. Harold a marché lentement à travers le salon, examinant les objets de la manière dont les acheteurs le font lors des ventes de succession. Ses doigts ont glissé sur les étagères en bois que Robert avait construites lui-même des décennies plus tôt. « Il a toujours aimé ce vieil endroit », a dit Harold. Il ne l'a pas dit avec affection, plutôt avec une légère déception. Linda s'est dirigée vers la fenêtre donnant sur le pâturage. Elle a fixé les chevaux broutants au loin. « Mon Dieu !» a-t-elle murmuré. « Toutes ces terres si près de Colorado Springs. Sais-tu combien des promoteurs paieraient pour une propriété comme celle-ci ?» J'ai répondu « Rien. Certaines personnes révèlent leurs priorités sans s'en rendre compte. » Linda s'est tournée vers moi, inclinant légèrement la tête. « Alors, » a-t-elle dit, « quand est-ce que tu pars ?» La question m'a prise au dépourvu. « J'habite ici, » ai-je répondu. Harold a gloussé à mi-voix. « C'est adorable.
Il a plongé la main dans la poche de son manteau et en a sorti des documents soigneusement pliés en deux. L'avocat de la succession a déjà entamé la procédure d'homologation, a-t-il dit. Et en tant que seul frère survivant de Robert, c'est moi qui superviserai les affaires. Je l'ai dévisagé. Je suis sa fille. Fille adoptive, a corrigé Harold. La façon dont il l'a dit a fait sonner le mot « adoptive » comme une erreur administrative. Linda a croisé les bras. « Tu ne peux honnêtement pas penser que Robert t'a tout laissé. » Je n'ai pas répondu, car la vérité était que je ne savais pas ce que Robert avait fait. Nous n'avions jamais discuté des détails de son testament. Pas une seule fois. Robert pensait que l'argent avait le don d'empoisonner les conversations avant même que les faits ne soient établis. Harold a glissé les papiers sur la table basse. Une autorisation d'accès temporaire à la propriété, a-t-il expliqué, jusqu'à ce que le testament soit officiellement exécuté. Je n'ai même pas regardé les documents. Robert m'a dit de rester ici. Le sourire de Harold s'est évanoui. Robert pensait aussi que les chiens errants méritaient des lits chauds. Le silence est tombé dans la pièce. Linda a ri doucement. « Je veux dire, vraiment ?» a-t-elle dit. « Tu croyais faire partie de la famille ?» J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Mais Robert m'avait appris une chose importante au fil des ans. Ne gaspille jamais ton énergie à te disputer avec des gens qui ont déjà décidé qui tu es. Harold s'est dirigé vers la porte d'entrée et l'a ouverte. « Nous ne sommes pas des monstres, » a-t-il dit d'un ton désinvolte. « Tu peux avoir quelques jours pour faire tes bagages. »« Je ne pars pas. » Il a haussé un sourcil. « Émilie, » a-t-il dit en prononçant mon prénom sur un ton qui rappelait quelqu'un expliquant la gravité à un enfant. « Tu es une femme adulte, un marine, qui plus est. Tu peux sûrement trouver un autre endroit où vivre. » Linda a attrapé la photo encadrée sur le manteau de la cheminée, celle qui nous montrait Robert et moi le jour de ma remise de diplôme du camp d'entraînement. Elle l'a brièvement examinée, puis l'a reposée. « Tu aurais dû rester dans les casernes, » a-t-elle dit. 3 jours plus tard, ils ont changé les serrures. J'étais allée en ville faire les courses. À mon retour, ma clé ne fonctionnait plus. Par la fenêtre, je pouvais voir des déménageurs à l'intérieur de la maison transporter des cartons du bureau de Robert. Linda se tenait dans l'embrasure de la porte, les observant. Elle m'a repérée sur le porche et est sortie. « Oh !» a-t-elle dit légèrement. « Tu es de retour. Tu as changé les serrures. » Elle a haussé les épaules. « Sécurité. Mes affaires sont à l'intérieur. Nous les enverrons quelque part. » J'ai regardé par-dessus son épaule dans le salon. Le fauteuil de Robert avait disparu. Le bureau où il écrivait des lettres à ses vieux amis Marines avait disparu. Même le lit du Labrador avait disparu. Quelque chose s'est brisé en moi, en silence, à ce moment-là. Pas de la colère. Quelque chose de plus froid. Linda s'est adossée à l'encadrement de la porte. « Tu devrais probablement commencer à chercher un appartement, » a-t-elle dit. « Colorado Springs n'est pas donné. »« Je me débrouillerai. »« J'en suis sûre, » a-t-elle répondu. Puis elle a souri. Ce même sourire qu'elle afficherait plus tard dans le bureau de l'avocat, celui qui présumait que l'histoire était déjà terminée. J'ai quitté le ranch avec une valise et un sac de sport. Un de mes vieux amis Marines, nommé Marcus, m'a laissé dormir sur son canapé à Denver pendant un moment. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Les Marines n'ont pas toujours besoin d'explications. Pourtant, quelque chose dans toute cette situation clochait. Robert Whittaker avait passé sa vie entière à anticiper avec 3 coups d'avance. Il ne laissait jamais de détails en suspens. Une semaine après les funérailles, mon téléphone a sonné. Le numéro appartenait à un cabinet d'avocats de Colorado Springs. « Mademoiselle Whittaker » a dit la voix. « Oui. » « Ici Charles Bellamy, l'avocat de la succession de votre père. » Je me suis redressée un peu. « Oui, monsieur. » La lecture officielle du testament du général Whittaker aura lieu ce vendredi. J'ai attendu. « Et votre présence est requise. » C'est tout ce qu'il a dit. Aucune explication, aucun détail, juste une heure et un lieu. Sur le moment, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'une autre formalité désagréable.
En y repensant aujourd'hui, cet appel téléphonique fut le commencement de tout. Le vendredi matin s'est levé, gris et froid, le genre de journée printanière au Colorado qui n'arrive pas à se décider entre la pluie et la neige. J'ai quitté Denver avant le lever du soleil dans le vieux pick-up de Marcus, le chauffage cliquetant et soufflant un air tout juste tiède. La circulation s'est densifiée à mesure que j'approchais de Colorado Springs. Des banlieusards avançant en file patiente, des tasses de café et des feux de freinage rougeoyants dans la pénombre. Des gens ordinaires se rendant à des emplois ordinaires. Il y avait quelque chose de presque réconfortant là-dedans. Le monde continue de tourner, même quand votre propre vie semble s'être fracturée en deux. Le cabinet d'avocat se trouvait dans un vieux bâtiment en briques du centre-ville, juste à côté de Tejon Street. Pas l'une de ces tours en verre clinquante avec un voiturier et une sculpture en chrome dans le hall. Cet endroit avait des poignées en laiton sur les portes d'entrée, des boiseries assombries par le temps, et un espace de réception qui sentait légèrement le papier, l'encaustique et le vieux café. Le genre de bureau où l'on réglait les testaments, les litiges immobiliers et les guerres familiales silencieuses qui ne faisaient jamais la une des journaux. Je me suis garée de l'autre côté de la rue et suis restée au volant un moment, les mains posées sur le volant, respirant lentement. J'avais porté des vêtements civils exprès. Rien de spectaculaire. Un chemisier bleu marine, un pantalon gris, des chaussures à petits talons. Mes années de service m'avaient appris que parfois, le sang-froid déstabilise les gens cruels bien plus que la douleur visible. À l'intérieur, la réceptionniste, une femme dans la soixantaine, les cheveux argentés soigneusement tirés en arrière, a levé les yeux et m'a adressé un petit signe de tête bienveillant. « Mademoiselle Whittaker. »« Oui, madame. »« Monsieur Bellamy vous attend. » Salle de conférence au bout du couloir. Sa voix s'est adoucie juste un peu quand elle a ajouté « Je suis désolée pour votre perte. »« Merci. » J'ai descendu un couloir étroit bordé de certificats encadrés, de plaques de commémoration militaire et de peintures de paysages de la Front Range. À mi-chemin, je pouvais déjà entendre la voix de Linda. Elle riait. Pas le rire que les gens utilisent quand quelque chose est sincèrement drôle. L'autre genre de rire, aigu et théâtral. Le genre destiné à s'assurer que tous ceux qui peuvent l'entendre sachent exactement qui se sent supérieur. Quand je suis entrée dans la salle de conférence, Harold était assis à l'autre bout d'une longue table vernie, une pile de dossiers devant lui, comme s'il s'apprêtait à diriger une réunion du conseil d'administration. Linda était assise à sa droite, impeccable comme toujours, dans un tailleur crème qui valait probablement plus que ma première voiture d'occasion. Elle m'a observé lentement de la tête aux pieds et a souri. « Eh bien » a-t-elle dit. « Elle est venue. » Harold a tourné la tête, m'a jeté un bref coup d'œil, puis a baissé les yeux sur sa montre. « Asseyez-vous où vous voulez, » a-t-il dit. « Ça ne devrait pas prendre longtemps. » J'ai pris la chaise la plus proche de la porte. Monsieur Charles Bellamy est entré un instant plus tard, portant une boîte à archives juridiques et un bloc-notes jaune. Il avait environ 70 ans, grand et sec, avec un visage prudent, et le genre de gestes assurés qui viennent de décennies d'un travail exigeant. Je ne l'avais rencontré que 2 fois auparavant, et toujours en coup de vent, mais Robert lui faisait confiance, et cela comptait pour moi. Il a posé la boîte sur la table et a regardé chacun de nous à tour de rôle. « Merci à tous d'être venus, » a-t-il dit. « En tant que conseil de feu, le général Robert Whittaker, je suis ici pour procéder à la lecture officielle de son testament, ainsi que des instructions successorales et des dispositions fiduciaires qui y sont associées. » Linda s'est adossée à sa chaise et a croisé les bras. « Venons-en aux faits, » a-t-elle dit. Monsieur Bellamy a ajusté ses lunettes, mais ne s'est pas pressé. Il y a une chose que les Américains d'un certain âge comprennent bien, la différence entre les gens qui respectent une procédure et ceux qui ne la tolèrent que s'ils pensent qu'elle tournera à leur avantage. Il a ouvert le dossier principal et a commencé. Les premières pages étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Du langage formel, des dates, des signatures, des déclarations de témoins. Ensuite est venue la répartition des biens personnels spécifiques. L'horloge ancienne du couloir revenait à Harold.
Un ensemble d'armes à feu commémoratives militaires, dûment enregistrées et sécurisées, devait être transféré par les voies légales à Harold également. Le ranch lui-même, ainsi que la superficie environnante, était légué à la lignée de la famille Whittaker, sous l'administration d'Harold. Les lèvres de Linda se sont incurvées en un sourire avant même la fin de la phrase. Je suis restée immobile. Monsieur Bellamy a poursuivi. Un vieux pick-up. Plusieurs bijoux d'Eleanor Whittaker. La collection de pièces de monnaie de Robert. Les chevaux, avec des instructions de soins détaillées et des fonds mis de côté pour leur entretien, jusqu'à ce qu'ils soient vendus ou relogés selon des normes précises. Il a continué ainsi, chaque objet traversant la table, comme une autre pelletée de terre jetée sur la tombe de la vie que je croyais avoir. Linda s'est tournée vers moi, le visage empreint d'une satisfaction évidente. Maintenant, elle ne prenait même plus la peine de s'en cacher. « Ça doit être difficile », a-t-elle dit sur un ton qui suggérait tout l'inverse. Harold lui a lancé un léger regard d'avertissement, non pas parce qu'il n'était pas d'accord, mais uniquement parce qu'il voulait que la pièce reste digne. J'ai gardé les yeux fixés sur le grain du bois poli de la table. Robert m'avait appris des années plus tôt que la dignité n'est souvent rien d'autre que de l'endurance habillée de silence. Lorsque M. Bellamy a atteint la dernière page du testament, il a marqué une pause. Harold s'est redressé sur sa chaise. Linda s'est penchée en avant. M. Bellamy a refermé soigneusement le dossier et a posé ses deux mains dessus. « Cela conclut le document testamentaire principal », a-t-il dit. Linda a laissé échapper un rire soufflé. « Eh bien ?» a-t-elle dit en me regardant. « Je suppose que cela règle la question ?»« Il reste », a dit M. Bellamy sans élever la voix, « une dernière section. » L'atmosphère de la pièce a changé. C'était subtil, mais indéniable. L'air s'est tendu. L'expression d'Harold s'est très légèrement altérée. Linda a cligné des yeux, puis s'est adossée. M. Bellamy a ouvert un deuxième dossier tiré de la boîte. Celui-ci était plus fin, noué par un ruban rouge et estampillé d'une date remontant à près de 12 ans. Harold a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Un instrument distinct, exécuté sous l'autorité du Conseil en planification successorale du général Whittaker, a dit Bellamy. Il concerne les actifs détenus en dehors de la succession homologuée. Linda a eu l'air confuse pour la première fois de la matinée. En dehors de la succession ? Monsieur Bellamy a sorti un document et a commencé à lire. Conformément au trust de préservation de la famille Whittaker, modifié et remanié ultérieurement sous des dispositions de gestion privée, le constituant ordonne que tous les avoirs non soumis à l'homologation, y compris les comptes d'investissement désignés, les participations de contrôle dans des entreprises, les partenariats immobiliers et les fonds de réserve, soient transmis dans leur intégralité à l'unique bénéficiaire désigné, Emily Whittaker. Pendant une seconde entière, personne n'a parlé. Je n'étais même pas sûre d'avoir bien entendu. Puis Linda a ri une seule fois, de façon saccadée. « C'est ridicule !» Le visage d'Harold était devenu livide. « Il doit y avoir une erreur ?» »« Il n'y a aucune erreur », a répondu M. Bellamy. Il a déposé plusieurs feuilles sur la table et en a fait glisser des copies à chacun de nous. Harold s'est emparé de la sienne en premier. Linda a parcouru la sienne, sa bouche s'entr'ouvrant lentement. M. Bellamy a poursuivi du même ton calme. Le général Whittaker a établi ce trust sur une période de nombreuses années. Il comprend les revenus de contrats de conseil, la croissance des investissements, les capitaux propres conservés dans une entreprise de logistique de défense, des obligations municipales et 3 propriétés commerciales générant des revenus, situées au Colorado et au Texas. Les mots semblaient irréels, abstraits, comme si quelqu'un lisait l'inventaire de la vie d'une autre personne. Linda a levé les yeux vers moi, puis a de nouveau baissé le regard sur les pages, comme si les chiffres pouvaient changer si elle clignait des yeux assez fort. La mâchoire d'Harold s'est contractée une fois. M. Bellamy a tourné une page. Lors de la plus récente évaluation, la valeur nette totale des actifs du trust attribués à Emily Whittaker est d'environ 32,8 millions de dollars. Linda s'est reculée de la table si brusquement que les pieds-points de sa chaise ont raclé bruyamment sur le sol.
Non. Harold a abattu sa paume sur le document. C'est impossible. Mais Monsieur Bellamy, qui avait probablement passé la moitié de sa vie à regarder des familles se déchirer pour du papier et des signatures, n'a pas bronché. En face de moi, le visage de Linda était devenu livide. Et puis, exactement comme Robert l'avait sûrement prédit des années plus tôt, ils ont commencé à crier. Linda a été la première à perdre complètement le contrôle. « C'est une fraude !» a-t-elle crié en repoussant les papiers de l'autre côté de la table avec une telle force qu'une des pages a glissé sur le sol. « C'est une fraude absolue. Il n'aurait jamais fait ça. Jamais !» Harold n'a pas crié tout de suite. Les hommes comme lui le font rarement. Du moins, pas au début. Ils deviennent froids avant de devenir bruyants. Son visage s'est tendu et il a ramassé le résumé du trust à 2 mains, comme si le document lui-même l'avait insulté. « Charles !» a-t-il dit d'une voix si contrôlée qu'elle tremblait sur les bords. « Vous devez m'expliquer cela très soigneusement. » Monsieur Bellamy a croisé les mains sur la table. « C'est déjà fait. »« Non !» a sèchement répondu Harold. « Vous avez lu un fantasme. Mon frère était un vieil homme, malade, vulnérable. Si vous attendez de moi que je croie qu'il a cédé une fortune à... » Il s'est arrêté avant de terminer sa phrase, mais le sens y était déjà. À elle, à l'orpheline, à l'étrangère. Monsieur Bellamy l'a regardé fixement. « Le général Whittaker a établi le trust bien avant sa maladie, a-t-il dit. Les documents originaux datent de 12 ans. Les modifications ont été exécutées au fil du temps, en présence de témoins, notariés, et examinées par un conseiller indépendant. Sa compétence médicale a été évaluée lorsque cela a été requis. Tout a été fait dans les règles. » Linda a laissé échapper un rire amer. « C'est pratique. »« C'était rigoureux, » a corrigé Bellamy. « Je n'avais toujours rien dit. À vrai dire, j'avais du mal à assimiler les chiffres. 32,8 millions ne me semblait pas être un chiffre réel. Pas par rapport à ma propre vie. Je comprenais les salaires mensuels, les remboursements de prêts hypothécaires, les camions d'occasion, les coûts d'approvisionnement du ranch, le prix des bottes, les chambres de motel à l'extérieur de la base. Mais des millions sur le papier, des propriétés commerciales, des revenus de conseil, des actions, cela appartenait à un autre monde. Monsieur Bellamy a ouvert un dossier séparé et l'a tourné vers moi. Le général Whittaker était méthodique, a-t-il dit. Il ne parlait pas beaucoup de ses actifs, mais il les gérait avec soin. Certains ont été hérités de la famille de Madame Whittaker. D'autres proviennent d'investissements à long terme et de conseils en matière de défense après sa retraite. Il a donné l'instruction que le trust reste confidentiel jusqu'à son décès. Harold s'est levé si brusquement que sa chaise a basculé en arrière. Cela sera contesté. Bellamy a hoché la tête une fois. Vous êtes libre de le faire. Je dois vous informer que le trust inclut une clause de non-contestation attachée à plusieurs legs secondaires. La remarque a fait mouche. Harold s'est figé. Ce qui signifie, a dit Bellamy, que si certaines parties nommées contestent le trust sans succès, elles risquent de perdre les héritages associés déjà accordés dans le cadre de la succession homologuée. Linda s'est tournée vers son père. Qu'est-ce que ça veut dire? Le ranch? Est-ce que ça concerne le ranch? Cela signifie, a répondu Bellamy, que le général Whittaker avait anticipé le conflit. Pour la première fois depuis que je connaissais Harold Whittaker, il avait moins l'air d'un homme aux commandes et plus l'air d'un homme arrivant en retard à une guerre qu'il pensait avoir déjà gagnée. Linda s'est alors tournée vers moi, et l'expression sur son visage avait changé. La moquerie était toujours là, mais elle était maintenant mêlée à quelque chose de plus laid. La peur. « Le savais-tu » a-t-elle demandé. J'ai croisé son regard. « Non. »« Tu t'attends à ce que je croie ça ?» ?»« Je me moque éperdument de ce que tu crois. » C'était la première chose que je disais depuis le début de la lecture, et le silence est tombé dans la pièce 1 seconde après que je l'ai dit. Monsieur Bellamy a fait glisser un autre document vers moi. « Ce n'est pas tout, » a-t-il dit. Linda a levé les bras au ciel. « Évidemment. » Bellamy l'a ignoré.
Le général Whittaker a également laissé des instructions écrites et une déclaration personnelle scellée pour mademoiselle Whittaker. Celles-ci ne font pas partie de la lecture publique. Harold a poussé un petit soupir de dégoût. Que c'est touchant. Mais Bellamy était déjà en train de ranger les documents principaux dans la boîte d'archives. La lecture officielle était terminée, du moins la partie légale. La partie émotionnelle ne faisait que commencer. Linda a saisi son sac à main et a pointé un doigt vers moi de l'autre côté de la table. « Tu penses que ça fait de toi l'une des nôtres ?»« Non, » ai-je dit doucement. « Je ne l'ai jamais cru. » Cela semblait l'avoir frappé plus durement que ne l'aurait fait la colère. Certaines personnes construisent toute leur identité autour de l'exclusion. Si vous refusez de vous battre pour avoir une place à leur table, ils ne savent plus quoi faire de vous. Harold a rassemblé ses papiers avec des mouvements secs et colériques. « Tu as peut-être trompé Robert, » a-t-il dit, « mais ne crois pas que l'argent change ce que tu es. » Je me suis levée lentement. L'argent ne changeait pas ce que j'étais. Il avait raison sur ce point. Robert avait changé ce que j'étais des années auparavant, quand il m'avait donné un nom, un foyer et des valeurs pour me guider. L'argent n'était que la preuve qu'il avait vu clair en moi depuis le début. Je ne lui ai jamais rien demandé de tout ça, ai-je dit. Harold m'a fixé, mais il n'y avait aucune réponse sur son visage, seulement du ressentiment. Un vieux et profond ressentiment, le genre qui vivait probablement en lui des années avant même que je n'entre dans sa vie. Linda s'est dirigée vers la porte la première, marmonnant toujours dans sa barbe. Harold a suivi à un pas derrière. Aucun d'eux n'a présenté ses condoléances, aucun d'eux n'a fait preuve de dignité, mais ce n'était plus mon fardeau à porter. Quand la porte s'est refermée derrière eux, la pièce entière a semblé expirer. Monsieur Bellamy a retiré ses lunettes et s'est pincé l'arête du nez. « Je m'excuse pour ce moment désagréable, » a-t-il dit. « Vous n'avez pas à vous excuser. »« Non, » a-t-il dit gentiment, « mais j'en avais envie. » Je me suis rassise. Mes mains étaient calmes, mais uniquement parce que les Marines apprennent très tôt que le sang-froid et la paix ne sont pas la même chose. Bellamy a de nouveau ouvert le plus petit dossier et en a sorti une enveloppe de couleur crème scellée par de la cire bleu foncé. Mon prénom était écrit sur le devant, avec l'écriture incomparable de Robert. Émilie. Juste ça. Pas de grade, pas de titre, pas de formalité. Je l'ai regardé pendant plusieurs secondes avant de tendre la main. « Il a laissé des instructions, » a dit Bellamy, « pour que ceci vous soit remis en privé après la lecture. Il y a également un enregistrement audio et un mémorandum expliquant la structure du trust en termes pratiques. Je peux vous expliquer tout cela en détail aujourd'hui, ou nous pouvons planifier une autre réunion si vous préférez prendre le temps. » J'ai dégluti une fois. Aujourd'hui. Il a hoché la tête. Bien. C'est probablement plus sage. Il a ensuite passé la demi-heure suivante à expliquer ce que Robert avait construit dans l'ombre, pendant que le reste d'entre nous vivions des journées ordinaires. 3 propriétés commerciales avec des locataires de longue date. Des comptes d'investissement prudents, gérés pour la croissance et la préservation. Les revenus d'une société de conseil en défense que Robert avait en partie fondée après sa retraite, bien qu'il se soit discrètement retiré de l'aspect public des années auparavant. Un conseil d'administration du trust qui devrait désormais me rendre des comptes. Ce n'était pas de l'argent tape à l'œil. C'était de l'argent ancien et discipliné. Le genre construit par la patience, la prudence et la planification. Le genre que Robert respectait. Et plus Bellamy expliquait, plus une vérité devenait inévitable. Ceci n'avait pas été une impulsion. Cela avait été un message. Pas seulement à Harold et Linda. À moi. Quand il a eu fini, l'enveloppe dans ma main pesait plus lourd que l'intégralité des 32,8 millions de dollars. Parce que je savais, avant même de briser le sceau, que quoi que Robert ait écrit dans cette lettre, c'était cela, mon véritable héritage. Je n'ai pas ouvert la lettre de Robert tout de suite. Certaines choses méritent un moment de silence avant qu'on ne les affronte. Monsieur Bellamy m'a laissé seul dans la salle de conférence après que nous avons eu terminé d'examiner les documents.
Le soleil de l'après-midi avait commencé à filtrer à travers les hautes fenêtres, projetant de longs rectangles de lumière sur la table en bois poli. Dehors, la circulation s'écoulait régulièrement le long de la rue, des gens vaquant à leurs routines ordinaires du vendredi. À l'intérieur de cette pièce, ma vie entière venait de changer. Mais l'enveloppe entre mes mains semblait plus lourde que la fortune que Robert avait laissée derrière lui. Le seau de cire a craqué doucement quand je l'ai brisé. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite sur du papier épais couleur crème, ainsi qu'une petite clé USB. L'écriture de Robert avait toujours été forte et décidée, chaque lettre formée avec la précision d'un homme qui croyait que les mots devaient être choisis avec soin. J'ai déplié la page. Émilie, si tu lis ceci, c'est que le vieux Marine a fini par manquer de temps. C'était la première ligne. J'ai souri malgré moi. Ça lui ressemblait tellement. Je me suis assise à nouveau et j'ai continué à lire. Il y a des choses que j'ai choisi de ne pas expliquer de mon vivant, non pas parce que je ne te faisais pas confiance, mais parce que le bon moment compte dans la vie. Parfois, les gens ont besoin de se révéler eux-mêmes avant que la vérité puisse faire son travail correctement. Les mots étaient assurés, calmes, comme si Robert me parlait à travers le porche par une soirée paisible. Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai structuré ma succession de cette façon? La réponse est simple. Je voulais voir qui les gens étaient vraiment. Je me suis légèrement adossée à ma chaise. Robert avait toujours cru que le caractère se révélait sous la pression. La lettre continuait. Harold et Linda ne sont pas des personnes mauvaises, Emily, mais ils sont faibles là où ça compte le plus. Ils ont passé la majeure partie de leur vie à croire que les privilèges sont synonymes d'héritage. Ils ne le sont pas. Le véritable héritage, c'est la responsabilité. Ma gorge s'est un peu serrée en lisant. Robert n'avait jamais été un homme à gaspiller ses mots. Je leur ai donné le ranch et les biens visibles parce que c'est ce qu'ils ont toujours cru important. La terre, les objets, les apparences. Mais le vrai travail, le véritable héritage, c'est à toi que je l'ai confié. J'ai fait une pause. La pièce me semblait soudainement plus silencieuse. Tu ne m'as jamais rien demandé, pas une seule fois. Tu as travaillé, tu as servi, tu t'es comporté avec dignité, même quand la vie t'a traité injustement. Ah, cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Un souvenir a refait surface dans mon esprit. Robert, debout dans la grange des années plus tôt, me regardant lutter pour soulever une lourde selle alors que j'étais encore trop petite pour m'en sortir correctement. Il ne s'était pas précipité pour m'aider. Il était simplement resté là, me laissant trouver la solution. Robert croyait que la force se construisait, elle ne se donnait pas. La lettre reprenait. L'argent n'est pas le but de ce trust. Si ça le devient, c'est que j'ai échoué en tant que père. J'ai senti ma poitrine se serrer. Le but, c'est ce que tu en feras. Notre pays est plein d'hommes et de femmes qui ont servi et qui sont rentrés à la maison avec rien. Je l'ai vu à chaque guerre. Des vétérans dormant dans leurs camions, des familles perdant leur maison pendant que les politiciens faisaient des discours sur l'honneur. Si tu es la femme que je crois que tu es, tu sauras quoi faire. En bas de la page, Robert avait écrit une dernière phrase. Construis quelque chose qui aide les gens à se remettre debout. Et juste en dessous, sa signature, Robert Whittaker. Je suis restée assise là pendant un long moment, après avoir terminé la lettre. Finalement, j'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable. Elle contenait un court enregistrement vidéo que Robert avait fait des mois plus tôt. L'angle de la caméra était légèrement de travers, comme si quelqu'un l'avait installé sans trop se soucier de la qualité de production. Robert était assis à la table de sa cuisine, au ranch. La même table où nous avions l'habitude de boire du café le matin. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, plus maigre, mais ses yeux étaient toujours aussi vifs. « Eh bien, a-t-il dit à la caméra, si tu regardes ceci, c'est que Bellamy a fait son travail et que le plan a fonctionné. » Il a marqué une pause et s'est adossé à sa chaise. « Je ne te laisse pas cet argent pour que tu puisses vivre confortablement et oublier le reste du monde, » a-t-il poursuivi. « Je te le laisse parce que je te fais confiance pour faire avancer quelque chose de meilleur. » Il a regardé directement l'objectif.
Le service ne s'arrête pas quand tu retires l'uniforme. La vidéo s'est arrêtée là. Pas de discours dramatique. Pas d'adieux sentimentaux. Juste la vérité selon laquelle Robert avait toujours vécu. Plus tard dans la soirée, j'ai repris la route pour Denver, la lettre posée sur le siège passager. Les montagnes brillaient d'une lueur dorée sous le soleil couchant. J'ai pensé au ranch, à Harold et Linda célébrant leur victoire, inconscient que la véritable décision avait déjà été prise des années auparavant. Mais ce qui était étrange, c'est que je ne ressentais plus de colère. Pas cette colère brûlante à laquelle les gens s'attendent dans les histoires de vengeance. Ce que je ressentais était plus silencieux, de la détermination. Robert ne m'avait pas tendu une arme. Il m'avait confié une responsabilité. Et le premier pas pour honorer cette responsabilité est arrivé plus tôt que je ne le pensais, car 3 semaines plus tard, j'ai assisté à une réunion au centre de ressources pour les vétérans de Denver. Le bâtiment était vieux et délabré, mais les gens à l'intérieur essayaient de faire quelque chose de bien. Il manquait de fonds, il manquait de logements, il manquait de tout, sauf de détermination. Alors que j'étais assise au dernier rang, écoutant le directeur expliquer combien de vétérans dormaient dans des voitures à travers le Colorado, les mots de Robert ont résonné dans mon esprit. Construis quelque chose qui aide les gens à se remettre debout. Pour la première fois depuis la lecture du Testament, j'ai compris exactement ce que mon père avait voulu dire. Le véritable héritage n'était pas la vengeance. C'était la chance d'accomplir quelque chose qui avait du sens. Le premier bâtiment que j'ai acheté était une propriété de 2 étages en mauvais état, à la périphérie de Colorado Springs, non loin de l'ancienne voie ferrée, et assez proche des transports en commun pour qu'un homme sans voiture puisse tout de même se rendre à un rendez-vous médical ou à un entretien d'embauche. 10 ans plus tôt, je serais peut-être passé devant sans y jeter un deuxième coup d'œil. Sa façade en briques était abîmée par les intempéries. Les fenêtres devaient être remplacées. Les marches de l'entrée penchaient légèrement d'un côté, et le rapport d'inspection de la plomberie ressemblait à une liste d'avertissements du livre de l'Apocalypse. Mais Robert m'avait appris à ne pas confondre un mauvais état avec une absence de valeur. Je l'ai acheté via le trust. J'ai engagé des entrepreneurs locaux, et j'ai passé l'année suivante à le transformer en logement de transition pour vétérans, en particulier les vétérans plus âgés, les hommes et les femmes qui avaient servi des décennies plus tôt et qui avaient d'une manière ou d'une autre glissé à travers toutes les failles dont l'Amérique prétend être exempte. Corée, Vietnam, tempête du désert, Irak, Afghanistan. Des guerres différentes, la même solitude. Le centre n'était pas luxueux. Il y avait des lits propres, des repas chauds, un suivi des dossiers, une aide au transport et une salle commune avec des fauteuils confortables, une télévision, des étagères remplies de livres donnés et une station de café qui n'était jamais vide. Nous avons ajouté un bureau de conseil, des rendez-vous d'aide juridique 2 fois par mois et un partenariat de placement professionnel avec des entreprises locales désireuses d'embaucher des travailleurs plus âgés qui voulaient encore se sentir utiles. Je l'ai appelé la Whitaker House. Non pas parce que Robert aurait voulu que son nom figure sur un bâtiment, il aurait probablement râlé à ce sujet, mais parce que je voulais que chaque personne qui entrait dans cet endroit sache qu'il existait, parce qu'un homme de bien avait cru qu'un héritage devait avoir du sens. Le bouche à oreille a fait son œuvre. Un bâtiment est devenu 2. Puis un fonds de bourse d'études pour les familles de militaires. Puis des subventions d'urgence pour les vétérans menacés d'expulsion. J'ai gardé ma pension de la marine séparée et j'ai continué à vivre simplement, de la même manière que je l'avais toujours fait. J'ai acheté une maison modeste non loin du ranch, mais pas sur la propriété. Je conduisais un pick-up fiable, pas un SUV de luxe. Je découpais encore des bons de réduction quand j'y pensais. Je comparais encore les prix à l'épicerie. L'argent change certaines personnes en faisant d'elles des versions agrandies de ce qu'elles étaient déjà. Dans mon cas, je crois qu'il m'a simplement donné la capacité d'agir selon les valeurs qui étaient déjà là. Cela comptait pour moi. Cela aurait compté pour Robert aussi. Quant à Harold et Linda, j'aimerais pouvoir vous dire que l'argent les a rendus immédiatement humbles. La vie est rarement aussi bien rangée.
Ils n'ont rien contesté, ce qui m'a prouvé que l'avertissement de Bellamy concernant la clause de non-contestation avait fait mouche, exactement comme Robert l'avait prévu. Harold a gardé le ranch. Linda a continué à tourner autour de la part de l'héritage visible qu'elle pensait mériter. Pendant un temps, cela a semblé leur suffire. Mais le temps fait son œuvre sur les gens. Il use les certitudes, adoucit l'orgueil, expose les conséquences. Environ 4 ans après la lecture du testament, j'ai reçu un appel de Bellamy. Harold avait fait une légère attaque cérébrale. Il s'en remettait, mais il était plus lent, moins sûr de lui. Le second mariage de Linda avait échoué et quelques mauvaises décisions d'investissement, les siennes, pas celles de Robert, l'avaient laissée dans une situation qu'elle n'aurait pas imaginée possible. « Elle veut vous parler », a dit Bellamy. Je suis restée silencieuse un instant. « À propos d'argent, je suppose. » « Je soupçonne, » a-t-il dit avec la prudence propre aux avocats, « qu'elle veuille vous parler de plus que cela. Nous nous sommes rencontrés dans un diner à Monument, à mi-chemin entre Colorado Springs et Denver. Le genre de diner que les Américains un peu plus âgés connaissent bien. Des banquettes en vinyle, du café à volonté, des tartes tournant dans une vitrine en verre, et une serveuse qui appelle tout le monde « ma chérie ». Linda avait l'air plus âgée que la femme qui s'était moquée de moi dans le bureau de Bellamy. Pas ruinée, juste authentique. Le vernis était toujours là, mais la certitude avait disparu. Elle a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse de café et a regardé fixement à l'intérieur avant de parler. « J'ai été affreuse avec toi », a-t-elle dit. Il n'y avait pas de drame là-dedans, pas de larmes, pas de longs discours pour essayer de se justifier. Juste la vérité, posée simplement sur la table entre nous. « Oui », ai-je répondu. Elle a hoché la tête. J'avais l'habitude de penser que si quelqu'un d'autre obtenait quelque chose, ça voulait dire qu'il en resterait moins pour moi. Elle a fait un sourire sans joie. Il s'avère que c'est une façon terrible de vivre. Je ne me suis pas précipitée pour la réconforter. À notre âge, ou du moins à l'âge que beaucoup de mes auditeurs connaissent bien, il arrive un moment où les excuses comptent le plus. Lorsqu'on les laisse tenir debout toutes seules. Au bout d'un moment, elle a dit « Il t'aimait comme une fille. » « Oui, » ai-je dit doucement. « Il m'aimait. » Elle a levé les yeux à cet instant, et pour la première fois, il n'y avait pas d'amertume sur son visage, seulement des regrets. « Je crois que c'est ça que je détestais, » a-t-elle dit. « Pas toi, juste le fait qu'il voyait en toi quelque chose qu'il n'a jamais vu en nous. » J'ai pensé à la corriger, à lui dire que Robert avait probablement vu très exactement ce qu'il y avait en chacun de nous, et que c'était précisément là toute la question. Mais là, j'enseigne une autre leçon, également. Toutes les vérités n'ont pas besoin d'être aiguisées avant d'être dites. Quelques mois plus tard, j'ai rendu visite à Harold au ranch. Il avait l'air plus petit dans son fauteuil que dans mes souvenirs. Plus vieux, un peu frêle. La maison elle-même, cependant, semblait pareille. Le soleil à travers les fenêtres, les vieux parquets, le porche face aux montagnes. Pendant une seconde douloureuse, je pouvais presque imaginer Robert rentrer de l'extérieur en époussetant ses mains. Harold a fait un geste vers la chaise en face de lui. « Tu as bien réussi » a-t-il dit. Ce n'était pas chaleureux, mais c'était honnête. « J'ai essayé de faire ce qui est juste pour lui » ai-je répondu. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit « J'avais tort à ton sujet. » Venant de Harold, cela valait pour une confession. Je ne lui en ai pas demandé plus qu'il ne pouvait donner. Nous avons parlé d'une demi-heure supplémentaire de choses ordinaires. L'état des clôtures, le coût des réparations, la façon dont le Colorado continue de s'étendre, que cela plaise ou non aux vieilles familles. Quand je suis partie, il ne m'a pas prise dans ses bras. Ce n'était pas ce genre d'homme. Mais il m'a raccompagnée jusqu'au porche. Pour nous, c'était suffisant. Les gens pensent souvent que la vengeance consiste à regarder quelqu'un d'autre souffrir. À première vue, mon histoire ressemble peut-être à ça. L'insulte, le testament, les cris, le renversement de situation. Mais ça n'a jamais été la véritable fin. La véritable fin, la voici. J'étais orpheline et un homme honorable m'a choisie.
Il m'a donné un nom, un foyer et des valeurs assez solides pour survivre à l'argent, à la cruauté et au chagrin. Sa famille m'a jeté dehors, oui, mais au bout du compte, je n'ai jamais vraiment été chassée. Parce que ce que Robert m'a laissé n'était pas seulement de la richesse, c'était une direction. Et c'est peut-être la leçon que je vous laisserai aujourd'hui, surtout si vous avez vécu assez longtemps pour savoir à quel point les familles peuvent être compliquées. Le sang peut nous présenter les uns aux autres, mais c'est le caractère qui nous retient ensemble. Si cette histoire a éveillé quelque chose dans votre cœur, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous avez aimé, perdu, pardonné, ou que vous devez encore pardonner, j'espère que vous porterez cette réflexion en vous. Et si vous pensez que ce genre d'histoire a encore de l'importance, je serais honorée que vous la partagiez avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, ou que vous restiez avec nous pour une autre. Robert avait l'habitude de dire que le service ne s'arrête pas quand on enlève l'uniforme. Je crois qu'il avait raison. Parfois, il commence à la maison. Sí, sí, estoy viendo. Oh my god! ¡Wow! Quizás la voy a hacer un poco más grande, pero esa es una, ¿no? Mira, la voy a hacer un poco más grande para que la veas. Uy, pero ese es tamaño enorme. Y espera que pongo el zoom. Espérate, la voy a hacer más grande. A ver, ahí va otra vez. Oh my god! ¡Wow! Esta es una, ¿no? La neta, yo dije, wow. Mira, No, por lo menos ya está decente. mira, guacha, guacha, guacha. Gracias. I love you. Bueno, mira, guacha, guacha, guacha esta, ¿eh? Barbie, tú no puedes meterle al beat. Pero como que volví, yo no entiendo. Si yo nunca me fui. No mames, está buenísimo la del mapache. Y esta es mi favorita hasta ahora, ¿ok? Cuando alguien se suscriba, va a salir esto. Qué ángel tiene. ¡Ay! ¡Mira, grosero! No, 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 este está muy Ay. oro. Ah, y tengo el de suscripción de regalo. Ese todavía no lo termino bien. Ah, Ah, no, el de Beats, perdón. Todavía no lo termino bien porque no tiene sonido ni nada, pero es una foto mía. O sea, ¿ves que todavía trae fondo? Se le estoy quitando el fondo. 10 de 10, ¿no? Ahí la llevo. Están chidos, 10 ¿verdad, de mami? 10. Yo nada más quería que vieran que estoy chambeando después de los streams. O sea, no nada más. ¿Verdad que están bonitos? ¿Ves? Mamitor dice que sí están bonitos. Nada más te estás diciendo tú. Tú eres el único que dice que están feos. Uy, con ganas de hacerte así. Eres bien envidioso. Eso se llama envidia. ¿Verdad? Es que hago con envidia. Mira, se me resbala. Che, Anthony. Bueno, plebes. Ahora sí. ¿Están listos para escucharme gritar? Ya te vas a morir. Güey, me veo bien bonita hoy. ¿No piensan eso? Porque yo sí. Y eso que no me he maquillado, porque hoy tengo una fiesta. Bueno, no una fiesta, una carnita asada. Es cumpleaños de una amiga. Y dije, me voy a planchar el cabello temprano para no andar a las prisas después del stream. Que probablemente me maquille junto con ustedes, la neta. Y me voy a poner un pantalón, una blusa azul y unos tenis blancos. Y ya. Y un maquillaje ahí decente. Bueno, digo yo. Ahora sí, a lo que nos truje Chencha. Hey, ahí está. ¿Cuál pongo? ¿Uno random? Yo quiero poner uno random. Sí, random. Pongo uno random. Dificultad intermedia. A mí me parece genial. ¿Listos, plebes? A echarle chingazo. Yo nada más digo. No voy a iba a poner música, pero
Ay, gracias, mamitor. ¿Ves? Él sí es buena persona. O sea, sí me hace bullying de repente, pero no me has hecho bullying tú, ¿verdad? Tú. No, mamitor no me ha hecho bullying todavía. Que yo recuerdo. Pero yo lo pongo. Con permiso, voy a agarrar uno de estos porque me Goofy. Una de estas. ¿No hay para la chompa? Sí, hay para la chompa. Tú. Y este. Güey, ya se ve mejor, ¿eh? ¿Le invirtieron? Sí, ¿eh? Sí, invirtieron, pero va más mal. Pero ojalá que así como le hayan invertido los gráficos donde se ve ya más perro y que veo que traigo aquí una madrecita y que me siento en el juego, espero que hayan puesto buenos sustos, locos, no nada más el de, no, un buen susto, loco, porque de ese yo ya estoy acostumbrada. Bueno, yo nada más quería decir eso. Hagan un clip en el aquí. ¡Vámonos! Bien.